Oui, bonjour à tous. Merci Alain et Marc pour votre invitation. Je suis très heureux d'être devant vous aujourd'hui pour vous parler du sujet qui m'a été proposé, qui est le radiologue augmenté en 2020, tout simplement. Alors ça tombe bien, j'ai un lien d'intérêt évident à signaler, qui est que j'ai la chance de participer au développement d'une startup qui s'appelle Incepto, dont le boulot est fait, en fait d'essayer d'augmenter le radiologue en 2020, ça tombe bien. Et vous avez vu, on a vu toute la journée, on fait beaucoup de choses et je pense que comme moi, vous discutez avec vos confrères cliniciens. On est vraiment, le sentiment que j'ai, que je partage avec vous, c'est qu'on est vraiment des pionniers de cette affaire algorithmique. On est vraiment en première ligne et on fait beaucoup de choses que les autres ne font pas encore ou qui commencent à arriver. J'étais hier, comme Christophe d'ailleurs, à la Société de réanimation langue française et qu'on commence à leur parler d'algorithmes et de masse de bases de données telles qu'elles sont décrites. Ils nous regardent un peu avec des grands yeux et puis commencent à s'intéresser, à se dire ah ouais, nous aussi on devrait s'y mettre. Mais on est vraiment on va dire, ceux qui sont le plus à l'ouest de cette conquête, ou alors à l'avant du bateau. Et on l'est, Pierre-Jean l'a rappelé, pour une raison aussi. C'est un travail qu'on avait fait, et en essayant d'être un peu pionnier, on avait monté le groupe SFRIA et publié le premier white paper en fait en Europe en 2018, notamment avec Marc, avec Loïc, avec Laure, avec tout le monde, avec Jean-Paul. Et on s'était intéressé à toutes les. On s'est dit à l'époque, c'est quoi les étapes qui vont être impactées? En radiologie, c'est toutes les étapes, on l'a bien vu. On en a parlé un petit peu toute la matinée, en début d'après-midi, depuis la demande de protocole jusqu'à la production d'images. Tout est impacté et c'est pour ça qu'on est un peu devant. Moi, j'ai envie de vous parler de ce qui correspond à notre cœur de métier le plus évident, même si en fait il y en a plein. C'est là où ça nous impacte tout de suite, c'est l'interprétation. J'ai une grille d'analyse par rapport à ça qui est très simple, pour voir concrètement c'est quoi les IA qu'on utilise, les IA que moi j'utilise dans ma pratique quotidienne et qu'on met dans vos mains et que vous êtes déjà en train d'utiliser pour certains d'entre vous ici et que vous allez utiliser pour les autres demain. Comment je les juge, celles qui sont directement dans on va dire, mon métier d'analyseur d'images, qui est un de mes métiers. Est-ce qu'elle me sert, cette IA, à faire ce que je sais déjà faire? Est-ce que c'est intéressant de faire ce que je sais déjà faire? Peut-être. Est-ce qu'elle me sert à faire ce que je ne sais pas encore faire? Ça, c'est pas mal. Et puis, est-ce qu'elle est vraiment utile finalement? Est-ce qu'elle m'aide à cet endroit-là? Ou est-ce que quelquefois elle est un peu moins utile? On est content de l'avoir, mais c'est plutôt un nice to have qu'un must have, comme disent les anglo-saxons. Alors pour moi, une IA qui fait ce que je sais déjà faire, typiquement c'est ça. C'est une IA qui, le matin, le lendemain de garde, quand j'ai la pile de radio standard et que je n'ai pas ce charmant petit garçon sous la main pour savoir où est-ce qu'il a mal, qui va me dire, bah, regarde quand même la base du quatrième rayon, la première phalange, parce que tu vas trouver un petit truc, et puis comme ça tu vas pouvoir passer vite à celle d'après, et puis si jamais l'urgentiste l'a raté et que c'est un impact clinique, on pourra le rappeler. Donc c'est quelque chose que je sais déjà faire, mais ça peut m'aider, et ça m'aide déjà en fait. Une IA qui m'aide à faire un truc que je ne sais pas faire, c'est typiquement, si je fais une IRM de sclérose en plaques, je ne vais pas aller segmenter toutes les plaques, comparer pour savoir quelles sont les nouvelles plaques, et puis mettre dans un tableau Excel lesquelles sont périventriculaires, lesquelles sont sous-corticales, et puis segmenter tout le cortex, et puis rendre un avis quantitatif. Or, c'est intéressant parce que si je fais ça, je peux mettre mon patient dans une cohorte, et je peux probablement avec le neurologue décider, et le neurologue va pouvoir décider de changer le traitement de cette sclérose en plaques de ce patient plus tôt que si j'avais donné un résultat semi-quantitatif ou qualitatif. Et ça, je ne peux pas le faire tout seul. Donc là, typiquement, de manière très simple, c'est une IA qui me sert à faire des choses que je ne sais pas encore faire et qui a un impact clinique évident. Alors, une IA vraiment utile, typiquement là c'est un cas réel qui date d'il y a peu de temps, de screening, population de screening avec une des rares startups, il y a 2-3 startups dans le monde qui ont vraiment des niveaux de screening très très élevés, entraînés sur des bases de 1,5 million de patientes. Les Hollandais sont très très forts pour ça, parce qu'ils ont très très bien structuré leurs données. Là, c'est un petit cancer raté par le radiologue et récupéré par l'IA qui vous dit ah, faites gaffe, il rattrape dans un coin, ça, c'en est un, biopsié, ouais, c'en est un, effectivement. Et donc on peut gagner avec des vraies études, ça c'est radiologie, on gagne 3 points de sensibilité sur des milliers d'images relues par 14 radiologues croisés. Donc toutes les études ne sont pas très bonnes, Pierre-Jean l'a rappelé, mais il y a quand même quelques études qui commencent à sortir et qui sont un peu sérieuses, notamment dans ces domaines-là. Et ça, c'est probablement vraiment utile. Puis après, il y a d'autres sujets
sur lesquels moi je me pose des questions et donc je vous les propose. Pareil, ça c'est, on m'adresse une patiente pour colique néphrétique, une patiente de 80 ans d'EHPAD. Et donc je vais trouver une dilatation des cavités, je vais trouver le calcul, mesurer sa densité, pouvoir discuter avec les gériatres et l'urologue pour savoir si on fait quelque chose ou pas. Mais on va me proposer des IA directs, hein, me dire, ah, si tu veux, je peux te donner la stéatose de cette patiente. C'est peut-être pas mal pour son risque de diabète. Ah, ok, je peux aussi te mesurer automatiquement le diamètre de son aorte, tu veux? Je sais pas, elle a une colique néphrétique, mais quand même, ça peut être... Et puis l'ostéoporose, on en a parlé ce matin, je vais te donner son risque fracturaire. Ouais, mais en fait, elle est alitée, elle est en EHPAD, c'est pas grave. Et si jamais je te propose aussi de segmenter, pour avoir la sarcopénie, la graisse intra-abdominale et sous-cutanée, ouais, peut-être, ouais, ok, pourquoi pas. Mais elle a une colique néphrétique. Bon. Il y a beaucoup d'informations. On va voir si on en a besoin ou pas. C'est des questions qu'il va falloir se poser. Moi, celle qui m'intéresse le plus, je trouve, pour maintenant, pour 2020, c'est celle qui répond aux enjeux de santé publique. Et ils sont grands et on a des rôles à jouer là-dedans. On en a parlé un peu ce matin, mais il y a quand même quelque chose de majeur qui est arrivé la semaine dernière. Et on va sûrement en reparler dans les heures et les jours qui vont venir. C'est l'étude Nelson, donc celle qui valide qu'effectivement c'est intéressant de faire du dépistage systématique de cancer du poumon dans une population à risque. Et donc on va se retrouver à faire beaucoup de scanners. Et dans cette étude-là, elle valide une attitude européenne qui consiste à dire c'est pas juste de faire un scanner, c'est de segmenter le nodule en volume et de le comparer au coup d'avant, si jamais il y avait le même nodule, pour calculer son temps de demi-vie. Si je fais ça tout seul, avec la quantité de patients qu'il va falloir dépister, je ne vais pas y arriver. Et donc là, une bonne IA qui m'aide à détecter, et pas des CAD à l'ancienne parce que je ne vais pas m'en sortir, mais des CAD avec des faux positifs et des faux négatifs très faibles, ça, c'est une IA qui va m'intéresser vraiment sur un enjeu de santé publique. Et pareil, si on continue dans ces enjeux-là, on a vu arriver quelque chose de majeur dans le cancer de la prostate, qui est aussi un cancer majeur partout dans le monde et en Europe, c'est l'utilisation de l'IRM. On sait qu'on va devoir faire massivement des IRM avant biopsie, c'est validé, et dans les protocoles de la Société française d'urologie et un peu partout dans le monde. Et là, il y a une courbe d'apprentissage. Il y a quelques grands spécialistes de prostate, des gens qui sont très bons, mais il va falloir en faire tous les jours, partout, qu'on soit un grand spécialiste ou pas. Et là, probablement que les IA vont nous aider. Il y a déjà beaucoup de travaux en cours et on attend de faire mieux pour arriver à détecter les cancers, et pas n'importe lesquels, les cancers agressifs, éviter de surdiagnostiquer et faire des biopsies ciblées, de la radiothérapie qui va bien avec, essayer de voir des facteurs pronostiques et du suivi. Ça, c'est la santé publique avec de l'IA et des radiologues. C'est intéressant, je trouve. Et puis il y a d'autres enjeux, on en a déjà parlé, mais c'est nos urgences. Ceux qui sont dans les hôpitaux ont fait beaucoup d'urgences, on sait que c'est dur pour les urgentistes, c'est dur pour nous. Et donc ces IA avec des très bonnes valeurs prédictives négatives qui nous trient, qui nous permettent de dire cette radiothorax elle est normale, va voir celle-là. Ça, c'est des choses qui existent, qu'on a déjà dans nos mains, d'accord. Des bases de données d'entraînement importantes. Hein. Par exemple, ça, c'est une IA entraînée en Inde sur 3,5 millions de radiothorax avec compte rendu. Il suffit d'aller à Calcutta, New Delhi et Bombay et de faire un peu la tournée comme ça. Et là, on a des grosses bases de données. Alors, est-ce qu'elles sont propres, pas propres? Il va falloir les tester, les valider à d'autres endroits, mais elles sont validées aux États-Unis, commencent à être validées en Europe. En fait, il faut les valider et les rendre meilleures si elles ont des problèmes. Mais en tout cas, elles sont intéressantes. Pareil pour la fracture. Il y a pas mal d'endroits où on les lit pas, où on les lit après. Et donc, il y a des problèmes de patients qui sortent de l'hôpital sans leur diagnostic, qui reviennent, etc. Là, c'est de la santé publique, permanence des soins qui nous intéresse. Voilà. Et puis, il y a quelque chose que j'aimerais partager avec vous pour augmenter en 2020, c'est le bout de la chaîne un petit peu, c'est la communication. Et là, on a sûrement des grands progrès à faire. Pas que de l'IA, mais des choses qui vont s'interfacer avec l'IA. Par exemple, le compte-rendu structuré. Vous savez que ça fait tous depuis des années qu'on se partage des bouts de compte-rendu structuré, qu'on se dit que ça serait bien de faire tous les mêmes comptes-rendus, que les sociétés savantes éditent des comptes-rendus structurés. Mais en fait, il faut peut-être qu'on inclue des outils plus intuitifs. Et là, il y a des choses qui sont en train de se passer intéressantes. Il y a une start-up française qui s'appelle Kidiag qui propose des comptes-rendus structurés très intéressants. Là, je vous montre un exemple de compte-rendu structuré sur l'embolie pulmonaire qui a été fait notamment
notamment par des équipes ici. Vous avez les Allemands qui se lancent aussi, qui s'appellent Smart Reporting. Allez voir ce qu'ils font dans les congrès, si ça vous intéresse. Vous verrez que c'est très métier, ça ressemble vraiment à ce qu'on fait, et ça nous ouvre des perspectives pour enfin parler un petit peu tous de la même manière. Pourquoi c'est important de parler tous de la même manière? On le sait parce qu'en fait, on soigne mieux les gens. Il y a des études qui prouvent que quand on fait des comptes rendus structurés, notamment dans le cancer du pancréas ou dans d'autres, on traite mieux les gens. Et aussi parce que finalement, à l'intérieur de ça, on peut injecter de l'IA et faire notre information à nous qui a granularité très fine, qui permet de décrire des choses très très fines que l'IA n'est pas prête, que les algorithmes ne sont pas prêts de définir maintenant, et en même temps de venir intégrer du tri à gros grains, on va dire, mais qui a vraiment un impact sur notre pratique. Et puis il y a d'autres choses qui sont en train de se passer, qui sont intéressantes, c'est des collectivités. Ça c'est Collective Mind par exemple, c'est une plateforme d'échange de cas répartie dans plein de pays européens avec plein d'experts, et vous pouvez poster vos cas et comparer et discuter avec vos copains au Karolinska Institute, à Stockholm, à Barcelone, à Paris, à Nantes, à Lyon, où vous voulez, et puis vous pouvez tester des algorithmes d'IA aussi sur vos cas, et donc on met en commun les intelligences, d'accord, on fait de l'intelligence collective avec de l'intelligence artificielle. Finalement ça ouvre des perspectives qui sont intéressantes. Et puis, une dernière chose, je vous propose, c'est un exercice qui consiste à se décentrer. Et ça, c'est quelque chose, pour mon topo de augmenter le radiologue. Mais finalement, c'est bien d'augmenter le radiologue, mais en fait, vous savez tous qu'il y a plein d'endroits où il n'y a pas de radiologue, en fait. Il n'y a pas de radiologue et il y a beaucoup de malades. Il y a quelques médecins. Il se trouve qu'ils se permettent de lire des images pour mieux soigner leurs malades. Ils ont raison. Et peut-être qu'on peut les aider, en fait. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est intéressant à faire. C'est un travail passionnant, par exemple, du MLG de Stanford, qui est le Machine Learning Group de Stanford, qui montrait ça au RSNA en 2019. Moi, j'aime beaucoup. Ça consiste à dire, on peut augmenter aussi les cliniciens. Et d'ailleurs, c'est plus facile d'augmenter les cliniciens que les radiologues, forcément, parce qu'ils sont un peu moins bons que nous, quand même, heureusement, souvent. Et donc, ça, c'est un travail sur l'IRM de genoux. Et on peut aller plus loin, on peut se dire, c'est ce qu'ils ont fait, mais en fait, c'est dur de dépister de la tuberculose chez les gens qui ont le VIH sur des radios de thorax. Il n'y a pas grand monde qui savent le faire, mais en fait, il y a des IA qui le font très très bien, qui le font mieux que des radiologues, des internistes, des infectiologues. Et on va entraîner ces IA et puis on va gratuitement donner cet algorithme aux gens qui peuvent prendre avec leur smartphone des photos des radios de thorax, et ils vont avoir un score pronostic de dire « Ah, il y a peut-être une tuberculose chez ce patient qui a le VIH, donc on va lui faire une analyse DNA sur les crachats. » Et ça, c'est des impacts de santé publique majeurs, et c'est vraiment intéressant. Donc en conclusion, moi je dirais, pour le radiologue augmenté en 2020, les IA elles vont nous permettre de faire mieux ce qu'on sait déjà faire, et c'est très bien. Elles vont donner de nouveaux pouvoirs, ça c'est sympa. On va essayer de faire en sorte qu'elles nous fassent faire des trucs utiles, toujours. Et puis finalement, s'augmenter en 2020, ça veut aussi peut-être dire augmenter les autres en 2020, les autres spécialités. Et c'est ça qu'on a peut-être envie de faire. Je vous remercie. On a le temps pour une question. Alors, une question? Voilà, moi j'en aurais une petite. Tu nous as montré en fait plein d'applications de ce que peut faire l'IA, ça se termine même sur un téléphone portable. On sait qu'il y a beaucoup de compagnies déjà installées ou de jeunes compagnies qui proposent une sorte de marketplace pour tester différents algorithmes pour utiliser différents algorithmes d'intelligence artificielle. Et en fait, en parallèle, Pierre-Jean Valette nous a montré à quel point finalement les bases scientifiques de validation de beaucoup d'algorithmes qui étaient produits en fait pouvaient être faibles ou du moins on pouvait se poser la question. En fait, je pense qu'en tant que radiologue, on a vraiment besoin de savoir quelle appli, en quelle application on peut croire. Parce qu'autant sur son iPhone, ça ne marche pas, tant pis on change, on en prend une autre qui fait la même chose. Là, on sait que par exemple pour les fractures, il y a beaucoup d'applications disponibles. À ton avis, à qui finalement doit incomber la charge de valider tous ces logiciels? Est-ce que c'est la plateforme qui les propose qui devrait pouvoir montrer aux gens qui vont après les utiliser qu'elle a testé ces algorithmes sur des ressources, des images qu'elle avait elle-même? Est-ce que tu penses que ça doit se faire au niveau national? Évidemment, il y a les tampons FDA et tout ça, mais on sait que voilà, sur plusieurs applications qui vont avoir le même tampon, laquelle est la plus performante, dans laquelle on peut croire vraiment? C'est quoi ta vision là-dessus? C'est vraiment une question qui est au cœur des travaux qu'on va tous devoir faire dans les mois et années à venir, en fait, parce qu'on a l'habitude, c'est deux mondes aussi qui se rencontrent. Les mondes des mathématiques, ils publient leurs résultats sur Archive, sans peer review, et donc nous, ça nous hérisse.
Et puis le monde de la médecine, c'est un monde qui est très conservateur avec ses mauvais côtés, mais aussi ses très bons côtés. Et donc on publie en peer review et la confiance est majeure dans les outils. C'est-à-dire qu'il faut que les cliniciens dont nous sommes aient confiance dans les outils. Donc ce qu'on va regarder, c'est que ce soit validé avec des bonnes méthodologies, publié en peer review. Et finalement, les outils que je vous montre là, c'est des startups qui ont fait des papiers dans le Lancet, dans le New England, dans Radiology, puis pas un, deux, trois. Et puis c'est pas des petites bases de données, c'est des grosses bases de données. Et donc il y a ça. Et ça c'est dans le cœur de ceux qui vont réussir à faire ces algorithmes. Il y a cette expertise scientifique. D'ailleurs, ils font pas ça tout seuls. Ils font ça en général avec des key opinion leaders universitaires qui sont là aussi pour les prendre, pour les valider sur leur base de données interne, etc. Donc je pense qu'il y a vraiment un travail tissé de collaboration, puisque c'est le mot-clé, entre les universitaires et on doit devoir juger ça de manière extrêmement neutre, et ceux qui proposent ces outils-là. Pour autant, il ne faut pas par exemple, il ne faut pas se dire que c'est parce que c'est sur un smartphone que ça vaut rien. Ça, c'est un autre problème. En fait, c'est sur un smartphone parce qu'en fait, c'est totalement disruptif le smartphone. Et si vous voulez dépister de la tuberculose en Asie du Sud-Est sur des populations de VIH, c'est ça l'outil que vous avez pour distribuer immédiatement l'information. Et donc ça, c'est un autre problème. C'est le médium. Mais je pense qu'on a un rôle à jouer en tant que communauté d'expertise pour les valider. Merci beaucoup, Gaspard.